Bonsoir à tous, bonsoir pour cette dernière session, cette dernière table ronde dans le cadre de la salle principale, donc dans le cadre de ces assises européennes du journalisme. Alors, on a un format un peu particulier pour cette dernière session. On va commencer par une adresse, par l'intervention d'un journaliste syrien, Oussam Hamoud, qui va un peu nous expliquer son parcours, ce qui lui est arrivé. Alors je vous l'introduis en quelques mots. Donc Hassan Mahmoud est journaliste syrien, il était menacé dans son pays d'origine, la Syrie. Il s'est retrouvé au cours de ses pérégrinations en Turquie, pays dans lequel il a vécu en réfugié depuis 2019, pays qu'il a menacé de le renvoyer en Syrie. Il était en discussion, en pourparlers avec l'ambassade de France à Ankara. Il s'y est rendu à plusieurs reprises, en partie pour prendre connaissance de son témoignage et des informations dont il bénéficiait ou dont il était au courant, en tout cas, sur l'État islamique. Donc on peut dire que l'État français, en quelque sorte, a bénéficié de son expertise. Il a demandé son statut de réfugié en France, et ce statut lui a été refusé le 5 septembre dernier, suite à ce refus qui a choqué la profession, il faut le dire, en France. Un collectif de personnalités politiques et de journalistes rassemblés à l'initiative du député Aurélien Taché, de notre collègue et confrère Pablo Haïkel du SNJ-CGT et d'Emmanuel Poupard du SNJ. Un collectif s'est indigné dans une tribune au journal Le Monde, donc, du rejet de sa demande de visa humanitaire pour la France. Nous allons l'entendre pendant une dizaine de minutes nous commenter donc son parcours, et nous aurons ensuite un débat avec nos intervenants sur le thème de la couverture des migrations. Je vais tout de même, avant de passer la parole à Oussam, vous introduire nos intervenants pour ce débat. Nous avons Dodi Karkeli, qui est géorgienne, qui est conseillère stratégique donc pour une ONG, on.ge, qui s'intéresse à la couverture des migrations vers l'Europe. Nous avons un autre journaliste syrien avec nous, Manar Rachwani, journaliste syrien, journaliste en exil, qui témoignera également de sa condition. Et enfin, avec nous également, Kodou Loum, qui est journaliste sénégalaise. Elle travaille à la radio Oxygène FM. Elle est ici dans le cadre d'un projet européen qui se matérialise par un échange de journalistes, donc entre le Sénégal, l'Italie et la Belgique. Et ce projet porte précisément sur la couverture des migrations. Donc on est plein dans notre sujet. Mais donc avant d'aborder le sujet de ce dernier débat, je pense qu'il est important qu'on cède la parole et qu'on écoute Oussam Hamoud. Thanks everyone for this welcoming. I'm really honored to be here today, to be honored to see all of you here. I would love to speak in French, but my French isn't that good yet, so I need to speak in English. So first of all, I want to speak about the idea of being a journalist in Europe. Let's start with being a journalist itself. Being a journalist, when you are coming from a war zone, it's not the same traditional story that I dreamed to be a journalist, so I went to the school just to study journalism, and then I will be a journalist. The main idea that when you are in a war zone, so you feel in somehow that since the world and the people are interested to know about your country, so you are forced or you have a duty against with the case that you are supporting to inform the people themselves. This is what happened with me, with a lot of Syrian journalists who just decide in a day that if we can tell the people what is going on in Syria, so we will do it in different language with different medias. I started for journalism in 2017. I was working as a fixer, which is, let's say, the name of fixer is a job position I don't know
from where it get out, because the real work that we were doing with the other fixers is something like being a producer more than a fixer, to be honest, because we were coordinating for the interviews. Also, we were knowing the people, we were allowing the international journalists to enter our communities, to meet the people, and to get their stories. But at the end of the day, you cannot find any credit for yourself. You are getting paid, but the main idea that the journalist itself is getting paid also. So it's not that you are giving me the rights that I gained. Most of the time, it wasn't something linked to the journalist itself, because the policies of the agencies themselves, it was prevented to credit someone who is local. Making the excuse that we are not doing that to protect them, to protect the local people from being targeted. But there's a main point here that in the moment that we were seeing with international journalists work on sensitive topics like investigating Daesh or something else, we already were in danger. That's the main thing. So publishing the name or not publishing it, it will not protect you from the danger that it's in your community itself. So it's not a good excuse. From here, I just ask for all the fixers to do the same thing that I did, to start to get their rights of being credited, of telling their people's stories, because it's so important and it's something more trusted. If you are hearing the information about Syria from someone Syrian who is working in partnership with someone from Le Monde, from Mediapart, from French agencies, or from European countries in general, in that way you are mixing the experience that the journalist is getting with the information that the fixer is getting itself. So in 2019, I took that decision to start writing by myself. It was so important for me that I was afraid of something. Actually, I was overacting with it. That, for example, how I will write for in French, a language that I don't speak. But since 3 years, I was able to write it. Despite that, I don't speak French, none a word. But it was easier. I found some friends who believed in me. I found some agencies who believed in me, and they believed in the information, which is for me is the core of journalism, more than writing a text or something. Because at the end of the day, we cannot say that journalism is about giving the people what they want to listen. No, it's about giving the people what they need to listen, what they need to know. For Syria, for investigating Daesh, for me, it was a personal thing because I'm from Syria. I was affected by Daesh itself in my city. So I had my reasons to work on investigating them. And I just missed that someone is giving me the platform to talk about, and I found it. It wasn't that hard thing. Despite that, being a journalist before 7 or 8 years, it was completely out of my plans. I was studying petroleum engineering before being a journalist, but I couldn't complete it. So there was the question that if you are not motivated to being a journalist, don't try it. No, try it. Give it a try. It's worth. There's no need to have reason to start something. Maybe you will figure out what's the reason that make you love journalism or something like this after you are feeling proud and happy about what you are doing, what kind of knowledge that you are adding for the people itself. The second thing, also I consider it as a big result. The media campaign that happened when I was refused for my asylum seeker request to France. I remember that was refused at the 5th of September. I worked most of the time with Mediapart. I didn't even contact Mediapart. I didn't even contact Mediapart to inform them that I was refused. But I was surprised of the amount of the solidarity that happened in that day. It wasn't because you are another Syrian refugee who's coming to Europe. I mean that because even in this kind of topics, we have preference. We are preferring to deal with that, and the Syrian issue is an old crisis, so we don't have the same solidarity. But when I know that a lot of journalists, they are supporting me, more than 42 media agencies, they are making statements about giving me the visa because they believed in the information that I published, which is something I cannot say that I'm proud of it. They are the people who must be proud because they are the people who made the change. I was just a beneficiary of what I did before, and they were good people to support that. Thanks so much.
Merci à Oussam qui reste avec nous. Et donc, s'il y a des questions tout à l'heure, il sera tout à fait disponible pour y répondre. On trouvait intéressant au moment où on va discuter ensemble de la couverture des migrations, bah, de vous introduire finalement à ce débat par le récit d'un journaliste qui lui-même était dans une démarche de migration, en tout cas de demande d'asile pour être reconnu réfugié en France et qui, voilà, dans l'état actuel, il ne l'est pas encore. La profession se mobilise pour lui. On espère que les nouvelles seront meilleures pour lui dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais je pense que c'est une excellente introduction à notre débat. Alors, les intervenants qu'on a choisis pour vous cet après-midi sont intéressants à ce titre. On a voulu finalement vous donner le regard de l'autre côté du rideau de fer Frontex, hein, donc qui protège hein, cette muraille qui protège l'Europe des flux du transit de réfugiés, pour la plupart venant de l'Est ou du Sud. Et on souhaitait voir comment finalement des experts ou des journalistes qui ont vécu, qui ont travaillé ou qui pour certains d'entre eux travaillent toujours, comme Kodou au Sénégal, ben, voient en fait quel est le regard sur la couverture de la migration dans nos médias à nous, européens. Comment nous couvrons, quel est le regard sur cette couverture, est-ce qu'ils la trouvent correcte, juste, ou au contraire, est-ce qu'ils ont des choses à reprocher à cette couverture? Peut-être que on va commencer avec un regard, avant de donner la parole aux deux praticiens, donc deux journalistes, hein, notre confrère syrien et notre consoeur sénégalaise. Dodi, tu es plus dans l'analyse, puisque tu travailles pour une organisation qui travaille sur les migrations. Et donc, quel regard portes-tu sur la manière dont ce sujet est couvert par la presse, par les médias européens et ouest-européens essentiellement? Est-ce que tu trouves que les choses sont reflétées de manière correcte, juste, humaine, ou est-ce qu'il y a finalement une couverture qui se repose un peu trop ou un peu beaucoup trop sur le discours, on va dire, officiel européen, qui est un discours qui vise plutôt à dissuader en fait le réflexe migratoire, à empêcher et à mettre en place aussi hein, des structures comme Frontex qui rendent la migration en tout cas plus difficile vers l'Europe. Quel regard portes-tu, toi qui observes depuis des années maintenant c'est à la fois ces mouvements migratoires et leur couverture par les médias européens? Hello. First of all, thank you for inviting me to this event, which I think is really important, especially for countries like Georgia, Moldova, Azerbaijan, like all the countries which is covered by EU neighbors East. To have this connection with European journalists and to start these connections, which will for sure lead to better coverage of every story, especially stories about migration. So I come from Georgia, as already mentioned, and it's very important for me to underline that 20% of Georgia is occupied by Russia. And that's a very big number, and we have a lot of IDPs inside Georgia. It's more than 90,000 families. In total, 280,000 individuals. And we don't deal only with migration to Europe, we deal with migration inside the country, and plus at this moment also after Russia's war in Ukraine, we also deal with migration inside Georgia, which made a lot of things shift. So, as for European media covering migration, everything can be improved, of course, and there is always room for improvement. Most of the time,
where like media is always in a hurry, right? We have to push out the stories fast. We are on strict deadlines, and there is a very little time to research sometimes, and it's really hard, but very important to sometimes zoom out from whatever we are doing and whatever we are writing about. And especially with the migrations, the story never starts at your border, right? It starts somewhere else in the home countries with different context, with different cultural context, political, and then continues it's just a continuation on this moment now and here. And sometimes it even doesn't end at this point, right? It continues to live further with another country and plus another cultural context. So I really think that the most important part, the most important thing to improve reporting for Georgia, for like every country and plus Europe, it's more communication between media, between each other, and understanding the need to zoom out from this map which we are living on at this moment, zoom out and see the big picture of migrations and of this human story starting from one place, ending to another. Thank you. Merci. Merci Dodi. Effectivement, l'importance de ne pas aborder le phénomène migratoire par le petit bout de la lorgnette. Hein, et comme tu le disais, l'histoire ne commence pas au moment où le réfugié ou le demandeur d'asile arrive aux frontières de l'Europe. Il faut prendre en compte sa réalité et surtout les causes qui mènent donc à déclencher ce réflexe migratoire. Et tu le suggérais donc, faciliter, développer les collaborations entre médias européens et médias non européens, ou dans le cas qui nous occupe, les médias du Sud-Caucase, pour améliorer la couverture. It's a dream. Voilà. Better communication. Indeed. Always dream. Alors, Manar, toi, tu as travaillé donc en Syrie, tu te retrouves ici, donc tu as la vision, je dirais, des deux côtés. Alors comme praticien, hein, Dodi était plus une analyste, on va dire, de ce qui se passe. Est-ce que tu partages ce sentiment qu'elle a exprimé, que finalement on n'aborde pas le phénomène migratoire dans sa dimension totale, je veux dire, en prenant en compte les causes, les raisons, et quand on a un cas individuel aussi, on ne s'intéresse peut-être pas à la personne avant qu'elle arrive aux portes de l'Europe. On ne cherche pas à comprendre finalement pourquoi elle a décidé de quitter son pays pour venir tenter de vivre une nouvelle vie en Europe. Est-ce que tu as ce même sentiment que la presse, finalement, les médias occidentaux en Europe abordent ce phénomène migratoire peut-être juste avec une courte vue, quoi, avec pas assez d'approfondissement? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Ou est-ce que tu as une autre vision? Good afternoon, and thank you so much. Just to clarify one thing, I'm here refugee, but I'm refugee for the second time in my life because I'm coming from Jordan, actually. Concerning the question, actually, I agree to some extent, but also at the same time, we need to pay attention to the fact when we talk about European media, we cannot talk about, like, even inside one country, about one media, because we know it's about right and left, and weaponizing migration or refugee crisis is a serious issue in this case. So how European media in general or inside each country, because for example, Germany received, and it was the preferred destination for many Syrian refugees, how they covered this crisis. Of course, if you are talking about the media, which media dominate the scene, and which narrative is prevailing over the other, because we always have
the two narratives. I mean, some like depict refugees as or immigrants as victims. They need support. They deserve support, and others represent them as or present them as a threat. Will change the balance and the identity even of the continent in general. Nevertheless, yes, I definitely agree with the idea that the interest in what's happening in the South, especially in the South, in non-European part of the world, to a large extent, and now I'm talking about my own observation as a journalist, as a reader, as a citizen of the region, actually, it's seasonal, and it depends on mostly, especially after the peak of 2015, 2016, when the refugees arrive at the doorstep of Europe, as we recently saw with the Ocean Viking ship. It became an issue, and it was interpreted by each party in the way they wanted. But to be also fair, and this is not related to the question, such weaponization of migration or refugees issues also exist, and maybe in a very clear way in the Arab world. If you are supporting Turkey, you would say, no, Greece is humiliating refugees crossing the border, and the opposite is true if you hate Turkey. And even those who are supporting tyrannies in the Arab world would welcome Germany for receiving a huge number of refugees in 2015, 2016. And avoiding the causes that these people were forced by the same dictators to leave the country, and avoid the fact that thousands of them died on their way and got missing for several reasons. So this is how I see it. So far, I would say, but also because we like people have the same mentality, I would say so far that, and according to my personal experience, I arrived in France on visa day, and I received a lot of support from the French diplomats in Jordan. I would say the positive narrative still prevailing. But at the same time, it's not about the coverage. It's about how much influence such coverage has. When I see the rise of the far right in some countries, this means that in spite of positive coverage, which is regardless because I'm living in the bubble of the liberals, or because this is the one that prevails, but the final outcome, we have to be alerted because of the final outcome, especially in Sweden, and not because of the immigration, but because of the crimes and attached to immigrants and refugees. Now we see the rise of the far right, and also even in France, the far right achieves unprecedented results in the presidential elections. I mean, Le Pen got a high number of votes, not necessarily for refugees, for economic reasons, of course, but at the final, this is what we keep in mind. There is rise of the far right, and so it's about the influence, not necessarily about the pure coverage. Thank you. Merci Manard. Important de noter effectivement, comme tu le faisais, finalement le fait que le journaliste il évolue dans un contexte, et ce contexte il consiste parfois à instrumentaliser politiquement la question migratoire pour des visées politiques, avec toute cette rhétorique du danger effectivement, et peut-être la nécessité pour les journalistes de développer un narratif plus positif, ou en tout cas plus neutre sur la question. Kodou, Dodi évoquait la nécessité pour les médias
de développer des collaborations, hein, d'avoir des journalistes finalement des deux côtés, hein, du pays d'où part la migration et du pays d'accueil, qui se parlent, qui échangent des informations. Et c'est un peu ce que tu es en train de faire, puisque tu fais partie d'un groupe de journalistes sénégalais qui ont participé à un échange de journalistes avec des confrères et des consoeurs italiens d'une part et belges d'autre part, hein, donc, et le but de ce projet européen était précisément de faire travailler des journalistes ensemble sur plusieurs aspects, plusieurs facettes de la question migratoire. Alors est-ce que cet échange auquel tu viens de participer en Italie, enfin, il y a eu un premier volet où des journalistes européens se sont rendus à Dakar, au Sénégal et en Casamance également, hein, pour travailler avec vous sur le terrain, sur les migrations. Le deuxième volet, vous êtes venus, un certain groupe, un certain nombre de journalistes sénégalais, malheureusement pas tous ceux qu'on avait prévus parce que, voilà, il y a aussi les contraintes de l'obtention des visas et on pourrait faire un débat rien que là-dessus parce qu'on a eu les pires difficultés pour obtenir des visas pour des journalistes qui venaient travailler dans le cadre d'un projet européen où ils étaient couverts. Et je peux vous dire que ça a été compliqué, aussi bien en Italie d'ailleurs qu'en Belgique. Mais bon voilà, Kodou, elle a eu la chance de pouvoir voyager vers l'Europe après avoir travaillé avec ses collègues européens au Sénégal. Est-ce que cet échange, ce que préconisait Dodi finalement, que tu as pu expérimenter, ça a changé ta vision? Est-ce que tu trouves que c'est utile effectivement? Est-ce que ça permet d'avoir un autre regard en tant que journaliste sur la question migratoire? Voilà, Ricardo, merci beaucoup. Oui, juste préciser que cet échange n'a pas été la première. Déjà en 2015, c'est un projet qui avait été tenté par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, qui fait partie des organisations qui nous ont accompagnés à mieux travailler sur la migration. Jeune reporter que j'ai été à la Radio Oxygène quand j'arrivais en 2007, que j'étais la première qui est sortie directement d'une école de formation en journalisme et communication et qui est intégrée une radio communautaire. Qui connaît Pikine? Pour ceux qui ne savent pas, Pikine se trouve, la Radio Oxygène est installée dans la grande banlieue dakaroise, entre Thiaroye, entre Yarar, qui, vers les années 2005, 6, 7, 8, ont été les premiers sites où partaient les premiers migrants. Et en ce moment-là, malheureusement, on parlait d'immigration clandestine, un terme que nous avons essayé un peu de changer de par plusieurs raisons. C'est vrai que l'échange a apporté quelque chose parce que de par mon expérience personnelle, couvrir cette question de la migration m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je le disais tantôt, j'étais jeune reporter sortie d'une école. À la radio, nous recevions beaucoup de parents, des chefs de famille, des mères de famille, des épouses qui ont perdu leur époux, des mamans qui ont perdu leur fils, qui, meurtris, couraient et assayaient donc la radio. Nous prenions leurs témoignages sans tenir compte de beaucoup de choses parce que nous n'avions pas l'expérience de voir de quoi on peut parler. On tendait le micro à la personne qui, en pleurs, nous expliquait ce qui s'est passé. La maman qui nous expliquait combien est-ce qu'elle a dépensé pour que ce fils parte en aventure sans pour autant avoir aucune formation professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. L'autre chose, c'est ça fait partie de ce qui m'a fait aimer d'ailleurs la thématique. Moi, née d'une famille donc, de 12 frères et sœurs, dont le frère aîné, né en 1959, est parti aux États-Unis depuis 1976. La dernière fois qu'il était au Sénégal, c'était en 1992. Beaucoup de ses frères sont nés après qu'il soit parti. Il ne connaît ni ses nièces, ni ses neveux, que j'ai essayé en tant que petite sœur de renouer le lien qui le liait avec la famille parce qu'on restait pendant 5-6 années sans avoir aucune de ces nouvelles. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, je tentais par Skype avant d'essayer de
de par des appels vidéo, qu'il essaie au moins de parler avec la maman qu'il n'a pas vue plus de 20 ans, plus de 25 ans, qui est amoureuse donc de cette thématique. Et l'autre chose que je voulais rajouter, en tant que journaliste, donc étant dans une radio communautaire qui présentait le journal au-delà des reportages que je faisais, un jour que je présentais l'actualité internationale, je trouvais normal de parler de ses frères, de ses neveux, de ses cousins qui perdent la vie en essayant d'aller dans d'autres pays et d'être dans de meilleures conditions de vie, comme ils ont l'habitude de dire. Je lis les dépêches et je tombe sur une expression, la mer de Noir, que j'ai lue, hein, et que les auditeurs ont ri, mais après je me suis dit, mais moi là, qu'est-ce que je raconte? Je parle de qui? Une expression qui m'a réveillée, j'ose dire. Et après avoir lu, que je me suis dit, mais moi là, qu'est-ce que je raconte? Je parle à mes frères, je parle à mes sœurs, et je sais qu'ils ne sont pas de la merde. Mais qui utilise cette terminologie? Et c'est comme ça, en tout cas, que je me suis réveillée. À chaque fois que je présentais l'actualité internationale, je voyais des mots qui me faisaient mal. Je me suis dit, mais attends, il faut que je fasse quelque chose. Il sera peut-être peu, mais essayer donc de parler de la migration autrement. Parce qu'il faut que l'on comprenne également que la migration n'est pas que négative. Il y a des aspects positifs de la migration, mais malheureusement, nous n'en parlons pas. Ma consoeur l'a dit tantôt. Il est vrai que parfois, il y a trop de sensations dans ce que nous faisons, mais malheureusement également, nous ne sommes pas là où viennent nos frères. Hein. D'où est-ce que nous recevons les informations? De par d'autres confrères et consoeurs. Qui sont où? Qui se réclament être harcelés parfois. Donc, quand ils écrivent, ils matérialisent ce qui ressort du cœur. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je me suis dit que non, il faut que je fasse quelque chose, que j'essaie de conscientiser ces mamans qui n'arrêtent de pleurer, de conscientiser ces épouses, de leur parler, mais aussi d'essayer de voir qu'est-ce que, en tout cas, nous pouvons faire, parce que nous avons également une grande responsabilité, comme journalistes d'abord. Voilà, c'est comme ça que cela s'est passé. Pour spécifiquement dans le cadre de ce projet dont vous avez parlé et qui m'a fait venir ici et qui a empêché beaucoup d'autres qui devaient être là comme moi et qui n'ont pas pu le faire pour les raisons de visa. Ça fait toujours mal quand on veut se déplacer et qu'on a du mal à avoir ce petit visa, que je dis petit, hein, parce que pour moi, ce n'est n'importe où, ce n'est rien. Mais malheureusement, ce visa, les gens dépensent énormément d'argent. Énormément d'argent. Dans toutes les ambassades. Chaque personne dépense au moins 90 000 francs. Au moins 200 personnes tous les jours. Et ce ne sont que 5 personnes qui bénéficient. Une grosse arnaque. Mais malheureusement, en même temps, quand nous voulons parler de cette migration, que l'on veuille interpeller les ambassades, que l'on veuille conscientiser nos chefs d'État, nous n'avons pas toutes les informations. Ils ne répondent jamais. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de choses malheureusement qui entourent cette question de la migration, mais que l'on sache également que nous avons beaucoup de responsabilités. Nous essayons par les moyens que nous avons de parler, de créer, de sensibiliser nos familles, de les éduquer parce que c'est notre devoir le plus absolu, mais malheureusement, ça fait en tout cas toujours mal. L'autre chose que je veux préciser, c'est dans le cadre de ce que nous faisons, nous allons au-delà des dépêches que nous recevons à travers la presse internationale, mais également de traduire en langue locale toutes ces dépêches, toutes ces informations en lien avec la migration pour que tout le monde comprenne. Cette même information qui est diffusée en français est diffusée en Wolof, en Serer, en Pulaar, en Manding. Vous me direz que malgré tout, les jeunes partent encore. Mais on fait de notre mieux pour y arriver. Merci Kodou, merci.
Alors, après ce premier tour de table, on a quand même pointé quelques déficiences, hein, on peut appeler ça comme ça, de la couverture des migrations en Europe, que doit insister beaucoup à la raison sur l'usage des mots. Hein. Parfois, comme tu disais, certains mots peuvent faire mal, peuvent blesser, peuvent orienter l'opinion aussi. Dodi nous parlait de cette couverture un peu superficielle qui n'allait pas en profondeur. Une couverture un peu déshumanisée aussi, où on parle de chiffres plutôt que d'hommes, de femmes et d'enfants. Et puis, tu le disais, Manar, cette instrumentalisation politique parfois. Donc le journaliste doit essayer d'informer de manière honnête, tout en étant dans un contexte où parfois des gens essayent d'utiliser l'information à des fins politiques. Alors là, on était plutôt dans le constat de ce qui existe. J'aimerais faire un deuxième tour de table avant de passer la parole à la salle pour les questions et les réponses. On va aller vite, un bref tour de table sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Dodi a déjà suggéré donc davantage de collaboration entre les rédactions, entre les journalistes. Mais que peuvent faire les organisations de journalistes, les ONG, les instances de déontologie professionnelle, par exemple, le conseil de presse? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut entreprendre au niveau européen ou peut-être même dans les pays de départ pour faire en sorte que cette couverture elle soit plus réaliste en fait, qu'elle corresponde davantage à la réalité de la question migratoire. Brièvement, quelques idées, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on passera aux questions de la salle, mais s'il y a des idées sur ce qui peut être fait pour améliorer cette couverture, allez-y. Dodi, tu as... Thank you. So, like, main thing, everything goes down to education, always. Educating our journalists, having strong networks for them. That might be associations they're in, part of some workshops, meetups, everything where they can expand their horizons and just see more. And fighting against this stereotypical reporting, which sometimes I understand that it's really hard to not be tempted to have a clickbait title, or you know that this material will for sure gain a lot of attention if you write it in that corner, directly from that perspective. But having this integrity just to and the editorial policy, just not to do that, and to have proper, not stereotypical, human story-based reporting, I think is one, at this moment, what I see is one of the solutions. Thank you. Merci. Manar, quelques idées sur la manière d'améliorer la couverture, donc de faire mieux? Actually, yesterday we were talking about diversity inside the newsrooms, which is, I believe, very, very important. And again, to make it like people so sensitive about what's happening concerning immigration, or maybe to counter negative coverage by other media outlets. Sometimes also, it's not only about media coverage. Media cover what exists. Sometimes, and this is the issue I think a lot about concerning the Syrians. Syrians also need to come together, and other countries, of course, but because I'm Syrian, I'm talking about the Syrians, and to create their association, to create their success stories, integration stories, etc., etc. So it's not only about theoretical or human values, or we need to be nice and kind. And of course, at the end, we need to deal with the South as part of the world. It's not like to build a siege and to get rid of refugees, as long as there is a lack of freedom, social justice, etc. The slogan of the Arab Spring, people will continue to come because the dictators blackmail the world with extremism and refugees, but actually they are just buying time.
other than them dealing fairly with the South, we will see people continue to come and thousands will continue to. Merci. Kodou, quelques idées, quelques suggestions? Quelques suggestions, je pense déjà à ce qui est déjà commencé dans le cadre de ce projet Nouvelle Perspective. Cette chose-là qui nous a permis en tout cas de nous retrouver entre journalistes d'horizons différents, de discuter, de proposer des sujets dont nous avions la possibilité de donner des inputs. Parce que nous savons aussi, nous avons les possibilités en tout cas de proposer autre chose que ce qui existe déjà. Dans le cadre spécifique de ce projet où nous avons parlé de l'agriculture en lien avec les changements climatiques, mais également en lien avec certains Sénégalais qui quittent le Sénégal agriculteur, qui abandonnent ce métier, se retrouvent en Italie et se retransforment encore en agriculteurs, mais pas pour leur propre compte, mais pour être des employés. Ça nous a permis de voir autre chose également. D'échanger, parce que généralement dans ce traitement de l'information, les réalités socioculturelles ne sont pas prises en compte. En Italie, nous avons rencontré un Sénégalais, un jeune qui est là depuis 2015, qui également donc, était un agriculteur sur ses propres terres, qui a tout abandonné, qui se retrouve actuellement en Italie, encore agriculteur et éleveur, en contact direct avec ses frères qui sont au pays et qui veulent venir. Il leur dit non parce qu'ici, c'est difficile et malgré tout, il est là. L'autre chose, c'est par rapport au renforcement de capacité. Plus outillés, plus les journalistes parlent mieux de la migration. Et c'est bien possible. Je pense qu'il faut de plus en plus renforcer les capacités, continuer cette lancée dans les échanges qui nous permettent d'échanger, de discuter, de voir ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que cela peut changer la donne un peu. Merci, voilà quelques bonnes idées. Donc la formation, l'éducation, comme Dodi le disait, prendre en compte la diversité comme journaliste, Manar insistait là-dessus avec raison, être plus inclusif, penser au Sud aussi. Et quand on écrit dans les pays du Nord, on doit tenir compte de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis ces échanges de journalistes qui peuvent être effectivement une bonne manière de former les uns et les autres, parce que je pense que aussi bien les journalistes européens que les journalistes sénégalais ont appris de ces échanges. Voilà, on a essayé de vous dresser un point un peu global de la situation, mais on ne voudrait pas terminer sans vous donner la parole, sans vous donner l'occasion de poser des questions à nos intervenants. Je vous rappelle que Oussam est toujours avec nous, hein, et donc s'il y a des questions qui portent plus ou davantage sur son expérience, son vécu, n'hésitez pas. La parole est à vous pour conclure cette séance. Voilà. Je vous demanderai juste de vous présenter en 2 mots et de dire à qui vous adressez votre question, parce que ça facilite le travail du modérateur que je suis. Je pense que j'ai plus trop besoin de me présenter. Je pose ces questions tout le temps, mais je m'appelle Pauline Debris, étudiante à l'IEX. Alors moi, je voulais relever une chose, c'est que vos valeurs journalistiques, je suis totalement d'accord. Et ce que je trouve dommage, c'est que vous êtes tous d'accord là-dessus. Et finalement, il n'y a pas une personne de médias traditionnels belges ou français ou même d'un autre pays qui justement n'applique pas ces valeurs-là. Et j'aurais aimé pouvoir confronter une personne d'un gros média pour dire, écoutez, on le sait que des personnes ont ces valeurs-là et pourtant vous ne le faites pas. Et pourquoi? Alors qu'il y a des angles à traiter dans nos pays, il y a moyen de traiter la migration, d'aller chercher l'humain dans nos pays, et ils ne le font pas. Et donc moi, je vous demande alors à vous, pourquoi on ne le fait pas et qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là alors, si vous allez leur parler? Alors c'est difficile pour évidemment nos intervenants de répondre là-dessus, c'est plutôt une question qui s'adresse à moi. Le parti pris était ici de donner la parole justement à des journalistes qui viennent d'autres horizons et qui portent un regard sur notre travail. Je crois que la question que vous posez est fondamentale. C'est vrai que il importe d'avoir cette réflexion dans nos médias sur la manière et ce regard critique sur notre propre production. Je pense très sincèrement que ça commence, qu'on ne prend pas pour argent comptant les communiqués de presse des ministères de l'Intérieur
ou de l'Union européenne sur Frontex, etc., qu'il y a de plus en plus d'enquêtes qui prennent en compte la dimension humaine et qui essayent de comprendre les causes de cette migration qui a toujours existé, qui n'est pas un phénomène nouveau et qui est aggravé par des phénomènes parfois qu'on provoque ou auxquels on participe nous-mêmes, comme la crise climatique. Hein. Donc ça ne peut que... Donc voilà, pour défendre un peu le concept de notre table ronde ici, l'idée était de donner la parole à des journalistes du Sud ou de l'Est de l'Europe ou d'autres régions du monde. Mais c'est vrai que votre question est importante. Il faut qu'on ait, nous, ici, en Europe, une réflexion sur notre travail. J'ai l'impression que ça commence. Je ne suis pas totalement ou tout à fait optimiste. Il y a dans la salle, je vois Anne-Marie qui donne des formations sur ce sujet et d'autres journalistes. Je sais que les organisations de journalistes, donc les syndicats de journalistes, les associations nationales de journalistes sont aussi très préoccupés par des questions qu'on a abordées ici, comme la diversité, comment mieux refléter la diversité dans notre société. Donc il y a des signaux positifs. Mais c'est vrai que voilà, on aurait pu, j'admets votre remarque, inviter un représentant d'un média mainstream européen pour qu'il explique lui-même, je dirais, son point de vue sur la question. Bonne remarque, bonne question. Oui, Tom? Thank you, Ricardo. I'm Tom Law from the Global Forum for Media Development, but in my previous job at the Ethical Journalism Network, I worked on migration quite a lot. Just to raise a couple of points, there are some really good guidelines on migration reporting. I just put some links on Twitter, it still exists. So we don't start from nothing with these discussions. There's been lots of work done by EFJ and by others on good guidelines, but also guidelines specifically not just for journalists in general as a homogenous block, but looking at the different roles within newsrooms about what should be learned. So just to say there are good places to start. My question is about funding for migration reporting projects. Have you noticed, Ricardo and anyone else on the panel, that sometimes there is a tension between the motivations of the donor, who is paying for migration reporting in neighboring countries to the EU, for example, and what they want from the project, and what actually the journalists themselves want to write about, and the organizations that are running these projects? Because sometimes it could be said that the motivation of the governments who are giving this funding is that they want to discourage people from trying to reach Europe. And if that is their motivation, that's somewhat complicated for the journalists themselves, who perhaps are then writing about. So how do we ensure the independence of the media and the journalists who are receiving money to report on migration, which is really important, but how can we do that without undermining our values and the trust in our audiences? C'est une excellente question, Tom, et effectivement, pour parler du projet que Kodou et moi connaissons, le projet Nouvelle Perspective, qui est financé par la Commission européenne, on a senti quand même la pression de la Commission qui allait dans le sens de « Ok, faites des échanges de journalistes, etc. » Mais ce serait bien quelque part de dissuader, effectivement, ce projet d'échange va se matérialiser en fait par des productions journalistiques, donc des articles, des reportages qui vont être diffusés dans la presse en Belgique, en Italie et au Sénégal. Et on sentait quand même auprès des autorités qui finançaient donc le projet cette idée que ce serait bien si vous racontiez que c'était quand même pas bien de migrer, de prendre un bateau, c'est dangereux, ça prend... Et ce qu'on a très vite établi, nous, partenaires du projet, c'est de dire, écoutez, la production journalistique, c'est nous qui nous en occupons. Il n'est pas question qu'il y ait des instructions qui viennent de la Commission européenne vers les journalistes qui vont travailler. Et donc on a dû effectivement faire un peu... établir une zone étanche qui permettait aux journalistes de travailler comme ils le souhaitaient. Mais je pense qu'il faut poser la question à Kodou. Est-ce qu'elle a senti, elle, qui est une journaliste qui s'est trouvée impliquée dans le type de projet que tu évoquais, est-ce qu'elle a senti une pression ou est-ce qu'elle s'est sentie libre de faire un peu comme elle souhaitait?
Cette pression-là, c'est parfois on le ressent, mais pas dans spécifiquement ce projet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une des grosses erreurs qui ont été commises par la plupart des partenaires qui ont voulu travailler sur la migration, qui incitaient les journalistes à dissuader les jeunes, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Moi, ma responsabilité, c'est d'informer, essayer de les donner le maximum d'informations sur comment faire pour migrer dans les règles de l'art, mais aussi de comprendre qu'au sein de leur communauté, il existe des opportunités locales que peut-être qu'ils ignorent. Ça, c'est un point essentiel. L'autre chose, c'est voilà, les informer, leur laisser la liberté de choisir maintenant, parce qu'ils sont tous informés. Hein. C'est archaïque maintenant d'aller d'une zone à une autre zone sans avoir aucune information sur là où je vais. Mais maintenant, si j'ai toutes les informations, il me revient quand même de choisir est-ce que je dois partir ou je dois rester. Voilà, mais donc ce n'est pas aux journalistes de dire ou de donner des conseils de migration ou de non-migration, effectivement. Dodi, Mana, some comments about this issue, this question of the risk for journalist organizations or projects to be under influence from the funders and in this case the European Commission? I really think there is always a risk, and I think that's the same answer that can go to Paulina's question. It's always follow the money, right? In every issue, not only migration. There, of course, in some reporting there might be biases. It, like, from which point is this bias? Is for the reader, like for you to decide as a reader when you just understand who is behind all of this, right? But in the deep down, like while working with migration issues, understanding that this when we're talking about migrants, we're talking about individuals, about human people who are just, everybody has the same motivation. They just want their lives to be safe. They just want their children to grow up in safe and comfortable environment. That's the only motivation every person has while migrating. That's the main, like, when you're looking at this issue from this point of view and this perspective, then somehow everything falls into their own places. Thanks. Actually, of course, it's a very interesting question, but I have no data or information in concerning the answer of specifically this question. But about the final outcome, I remember I read, maybe this was at least 7 years ago, about an Algerian mother. Her son almost died. He drowned in the Mediterranean trying to cross the sea to Europe. And what she's doing now, after he survived and hardly survived, she was like working to collect more money to pay for the smugglers. Unfortunately, the situation sometimes, it's like when we smoke, we know that it increases the opportunity of cancer, but we think everybody will die except us. And people start looking for like better smuggler, more trustworthy smuggler, etc., etc. A friend of mine, he was at Maison de Journaliste, and he told me stories about how people died before his eyes. And nevertheless, he told me that he told these stories several times to people in his Kurdish, he's from Kurdistan, Turkey, and how people don't care. They just want to know about his circumstances in France, because the situation, I mean, in the South in general and in the Arab world, and of course in Africa, it's like we survive life in these areas. We don't live, actually. We survive life in these areas. And people could reach the point that they have nothing to lose. So regardless how much you tell them about the risk, they will continue trying with the hope, of course.
that they will be exceptional. Merci Manar. Il y a une question ici et puis on a une question là. Voilà, Oui, je vous en prie. J'ai une question sur l'usage des mots que Koudou a un peu évoqué. Je suis Céline, je suis journaliste freelance française et lorsque j'écris des papiers justement sur les histoires de réfugiés, se pose toujours la question quel mot employer. Donc si vous lisez et écoutez les principaux médias français, on va parler de migrants. Et moi, je me bats pour que ce soit le mot exilé. Donc, je voulais savoir si vous aviez des mots à proposer. Je parle aussi de gens qui cherchent à trouver refuge. Je vois que pour Manar, vous lui avez mis journaliste en exil. Voilà, je ne sais pas si on peut laisser les gens avec des étiquettes comme ça, c'est juste mon avis. Mais voilà, quel mot en fait on peut employer pour définir ces personnes, ces familles, comme le disait Dodi, pour les humaniser, tout simplement, parce qu'en fait, vous avez raison, on a déshumanisé cette question. Ils ne sont que des personnes dans la jungle de Calais. On ne va même plus les voir en tant que journalistes. On n'assiste même plus au départ des bateaux de Grande-Sainte. Pourtant, c'est très simple. Donc voilà, je ne sais pas quel est le mot qu'on peut utiliser. Je voulais juste avoir votre avis sur quel mot vous utilisez. Alors on va les laisser répondre, hein, mais si on a décrit Manar comme journaliste en exil, c'est parce que lui-même s'est présenté comme ça. Je pense que c'est important pour un journaliste de se dire finalement je respecte le choix de la personne que j'ai en face de moi, mais on va les laisser répondre. Comment faut-il désigner ces migrants, réfugiés, demandeurs d'asile? Alors il y a des statuts aussi bien spécifiques, hein, reconnus ou pas par les Nations Unies. Mais quand, donc, quand ils sont en situation illégale et qu'ils n'ont pas demandé l'asile, là, en tout cas, dans les médias, on dit migrants. C'est pas le mot qui convient pour moi. Migrants ou réfugiés, exilés. Effectivement, exilés. En tout cas, pour nous, spécifiquement, moi qui m'adresse à une communauté avec qui je parle la langue locale, j'essaie de traduire de par les actes. Pas pour étiqueter, pas pour faire mal parfois, même si parfois on le fait sans s'en rendre compte, mais j'essaie d'expliquer avec des mots qui ne heurtent pas, parce que c'est également très important. Ça nous permet de nous faire écouter, ça nous permet de nous faire lire, mais dès que parfois on fait des émissions en live, des confrères, des frères qui sont en Europe nous disent arrêtez de dire quand vous dites migrants ici, par ailleurs on nous parle d'expatriés. Donc c'est un jeu de mots, chacun le prend ce qui l'arrange en fait. Je me dis que ce sont des objectifs, quoi. Chacun y voit son intérêt. Quand je dis ça, ça fait mal, mais je le dis quand même. Mais quand il s'agit de moi-même, utiliser un terme qui est beaucoup plus respectueux. Merci Kodou. Manar, Dodi, non? Oui, Manar. Okay, actually, it's more complicated than that. Are they immigrants or refugees? Are they illegal immigrants or informal immigrants? Because I was the editor-in-chief of a website called Syria Direct, and we really faced this problem. When the Turkish authorities decided to open the borders for the second time, and people get stuck between Turkey and Greece, we used the term refugees because we thought they are Syrians and they are fleeing a war. And that's enough to be refugees. But when my colleagues show me the photos, I couldn't recognize anybody Syrian. I mean, it's obvious they are from Afghanistan and Pakistan. And we know that during the refugee crisis, many people even came from other countries. So it's so controversial issue, and it's sometimes so difficult. And of course, you can say in the South, actually, everybody deserves to be refugee because actually we have leaders, they always wage war against us. If not real war, then it's cold war, and against their own people. But it's not like that. Seriously, we were thinking about something really fit the situation. So it's not like about emotional. If seeking asylum is a right, so I would say informal. But it's really an issue for, even as I told you, when I was the editor-in-chief, it was an issue, and we had to debate this. And I have no answer till now. Yeah.
Pas de réponse, mais peut-être l'idée en tout cas qu'il faut réfléchir aux mots qu'on utilise. Donc déjà, comme journaliste, si on a une réflexion, si on n'est pas dans l'automatisme d'écrire migrant, parce qu'on a toujours écrit migrant, non, réfléchir aux mots qu'on utilise et à l'impact de ces mots. C'est important. Il y avait d'autres questions, notamment là. Je ne sais pas si on peut amener... Ah, il y avait une... là-bas et puis ici. Encore. Désolé, mais je ne vous vois pas avec... nous sommes No worries. aveuglés par les spots. Yeah, there is a lot of light. No worries. Okay, no problem. Go So ahead. my name is Humam. I'm a student at EX. I have two questions. The first one is for Hussam. I would like to know, like, why they declined your visa. If you have like an answer for that, that would be really interesting. The second is exactly about the terms that we use when we want to describe migrants, refugees. Niemand is illegal, which is the slogan that we see in Brussels, which means no one is illegal. It's to not justify violence against migrants. Like, you cannot call a person illegal in any case because you will justify violence of authorities against them. And the second question is about the selective empathy. How do you perceive it as a journalist? Do you find it dangerous or not? And can we sanction it, if we can, on the European level or national? Because we've seen it intensified a lot, especially after the war in Ukraine. We saw a lot of journalists that had this selective empathy competence raising up a lot. So I would like to know your opinion about this term that now we can actually say it. It's like, thank you. Okay, thank you for the question. It's really interesting. For the first, okay, for the first, okay, thank you. Better like, For the better first like this. question, I have no idea about why they refused and why they accepted later, to be honest. And I'm still surprised about that because they didn't, formally, they didn't provide the French authority itself, they didn't provide any excuse for being refused or any excuse to be granted the visa again, me or for my family. The second question about calling the refugees themselves legally or illegal person. I mean that we can talk about this criteria for normal people if you are making a crime or something like this, but not about people who are fleeing death. I think that the illegal thing is letting them to die. It's not about how they enter the country itself, or if they came by smuggling or not. And I have just a small comment about this, that most of the refugees who are coming and taking all of this risk on the way, they are not really aware about all of this. I mean that they are not aware that it's a human trafficking. They are not aware that they cannot trust a smuggler. But I don't think it's something only about aware, but it's about the bad reasons that push them to do that. Any other comment on? You. But anyway, I would like to answer this, and then excuse me if you want to answer also to start before you. I disagree with this concept. I mean, let me talk about, of course, we can't blame others on many things, but as a Syrian, I saw also the people welcoming in Germany, at least, they welcoming the Syrians in 2015. The other thing, we have to admit science. I mean, to admit what science says. We are wired to people look like us, to like people look like us. I mean, I'm Syrian, I have more sympathy with the Jordanians, 100%. I'm Syrian, I have more sympathy, and inward and outward, in group and out group. So of course, there could be real discrimination, but also I don't want people in the Arab world in particular to always enjoy the role of victims. And I'm not saying this because, by the way, I'm not against refugees. I mean, not because I arrived in here safely, I don't want people to come. I traveled a lot before being forced to leave the region. So, but
again, it's part of sometimes weaponization. I mean, you exclude more people by focusing on these examples. Science says, yes, Ukrainians closer to Europeans. They are Europeans. They're supposed to receive more sympathy. We have sympathy toward Malaysian because they are Muslims. Can I just comment? Vanessa, je pense que c'est des éléments qui arrivent naturellement. Quand je suis en Belgique ou en Italie, que je veux y parler de la migration, mais j'ai envie de savoir dans quelle situation se trouvent mes frères et sœurs sénégalais et sénégalaises. Ça vient naturellement. Quand on parle d'eux, c'est dans ce sens qu'on sait. Quand un autre journaliste parle de la communauté sénégalaise, que ce soit de manière négative ou positive, je me vois dans ça. Ça, je pense que c'est naturel. Les journalistes sont des humains. Ils ont des sensations, ils ont des humeurs. Donc, c'est normal parfois qu'ils fassent des choses en pensant un peu à eux-mêmes. Merci. D'autres questions? Monsieur demande la parole depuis longtemps là-haut. Thank you. Daoud Kutab. I run a radio program in Jordan called Syrians Amongst Us. And one of the concepts that we follow is that people are the best experts on their lives. And so if you really want to know what Syrians think, you should get Syrians to say them, instead of a journalist coming and telling us what the Syrians think. If I want to know what disabled people think, I bring a disabled person. For sure, if I want to know women's point of view, I need to get a woman. I think the idea that journalists know everything and should cover everything, I think is an exaggerated idea. And the presence of so many migrants, immigrants, whatever you want to call them, in Europe is a huge opportunity to say, let's find out their voices instead of us telling you what they think. So I think giving people the voices is really an important thing. I don't see it enough. I don't see us, all of us, have enough women voices. I don't see us having enough migrant voices. I don't see us giving enough voices to people who are different from us. And I think a journalist, yes, needs to cover many things and is a generalist, but the voices need to be representative of the society we're covering. Merci. Ben, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, hein, en donnant la parole aussi à des intervenants d'autres horizons que de nos sphères européennes. Alors, on a juste le temps de prendre encore une question, une dernière question, brève si possible. Donc, voilà, passez le micro. Merci. Bonjour, j'ai une petite question. Je m'appelle Marie Ruet, je suis étudiante à l'IEX aussi en master. Et j'avais deux questions, mais du coup, je vais être rapide pour Kodou. Ok, je vais en poser une du coup. Donc, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de journalistes, en tout cas dans la jeune génération, qui ont envie de parcourir le monde et aller montrer tous les problèmes qui se passent un peu partout dans le monde. Et dans mon cas, par exemple, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Et je me demandais, en fait, par rapport au Sénégal en particulier, s'il y a beaucoup de journalistes sénégalais qui ont aussi envie de montrer ce qui se passe en Europe. Et si oui, s'il y a quelque chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui leur en empêchait, par exemple la visa, ou si, en fait, c'est quelque chose qui les intéresse pas forcément parce qu'il y a tellement à faire dans leur pays. Je sais pas, en fait, c'est une vraie question que je me pose parce que voilà, nous, jeunes étudiants européens, on a envie d'aller partout dans le monde montrer ce qui se passe, mais est-ce que aussi au Sénégal, les jeunes journalistes qui sont en train d'étudier ont aussi envie de montrer la migration, etc. et ce qui se passe en Europe, mais peut-être qu'ils peuvent pas. Bien sûr, j'en suis une. Je veux bien, mais est-ce que j'ai les moyens de le faire? Si ce n'était pas la collaboration avec le projet, peut-être que je ne serais pas là. J'aurais tenté, mais je ne pourrais pas. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas, mais parfois ils n'ont pas les moyens d'y arriver. Au Sénégal, on reçoit beaucoup de journalistes d'ailleurs qui viennent travailler, faire des reportages, faire des émissions qu'ils vont diffuser chez eux. Et on est d'accord que du coup, c'est vraiment grâce à l'organisation que la plupart des journalistes sénégalais ou peut-être d'autres pays... Pas que. Dans ce projet, d'autres journalistes sont venus de l'Italie et de la Belgique et sont venus au Sénégal. Peut-être que sans ce projet, ils n'auraient pas pu le faire. C'est ça. Ok, merci.
En tout cas, il importe d'insister sur l'intérêt des échanges entre journalistes également. Je crois que c'est un des points essentiels que Dodi avait évoqué. Voilà, je ne doute pas que vous avez encore des tas de questions, mais le temps nous rattrape en quelque sorte. Et on va clôturer ici cette session. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Oussam, Dodi, Manar et Kodou. Merci à eux pour leur témoignage. Merci.